Bienvenue dans l'émission Comment faire, le podcast du Congosa thérapeutique. Chers boss et bossesses, si vous aimez notre podcast, n'hésitez pas à nous suivre sur nos pages Instagram, Comment faire talk show en un seul mot, Facebook, Comment espace faire point d'interrogation, YouTube, Comment espace faire espace channel en anglais. À très bientôt! Salut les boss et les bossesses, c'est une joie de vous retrouver pour un nouvel épisode de Comment faire, votre podcast radio qui a pris sa place sous le soleil. Et oui, pour rappel, nous serons désormais diffusés en plus du jeudi et de ses horaires, le samedi qui suit à 12 heures. Comme d'habitude, je suis accompagnée de mes acolytes qui sont Fiona. Salut les boss et les bossesses, j'espère que vous allez bien. Et de Mélissa. Hello nos boss et bossesses, ça me fait très plaisir de vous retrouver ce soir pour cette émission. Et désormais, nous aurons à nos côtés une nouvelle recrue qui s'appelle Lily. Et oui, c'est sa première ce soir et pour sa rubrique Est-ce que tu know qui sera portée sur la santé. Alors Lily, un petit mot pour nos boss et bossesses. Coucou les boss et bossesses. Je suis très contente d'être avec vous. Je vais avoir le plaisir de vous retrouver pour une rubrique très Mind-Body Connection, c'est-à-dire santé, bien-être et développement personnel. Une tête qui va bien, c'est un corps qui va bien. Et c'est bien dit. Et donc, nous voici donc pour la saison 2, épisode 3. Et le titre de ce numéro est Comment faire pour déconstruire les stéréotypes associés à la vieillesse. Et pour en discuter, nous avons avec nous une psychologue, Victoria Chouin-Bauer, qui est diplômée d'un master en psychologie spécialisé en gérontologie, vieillissement normal et pathologie à l'Université de Tours. Elle exerce son métier au sein d'une association réputée de maintien à domicile pour personnes en situation de perte d'autonomie. En effet, elle accompagne les usagers, aidants et familles à renforcer leur bien-être physique et émotionnel en évaluant les besoins spécifiques et en apportant un soutien et un suivi psychologique personnalisé. De plus, Victoria milite activement contre les stéréotypes liés au vieillissement qui, selon elle, est un fléau de la société menant nos anciens à l'isolement et aux clichés agistes. Bonsoir Victoria, nous sommes ravis de t'avoir avec nous pour ce sujet. Est-ce que le plaisir est-il partagé? Bonsoir, le plaisir est vraiment partagé avec cette émission qui va permettre, je suis sûre, d'ouvrir les yeux sur ce phénomène sociétal qui est l'agiste et l'agisme du moins avec des stéréotypes qui collent à la peau des personnes âgées et qui sont le plus souvent à tort. Effectivement, c'est le but de l'émission. Mais avant d'aller dans le vif du sujet, on va laisser la place à la queen des Wayforts qui est Fiona. Allez Fiona, fais-nous rêver. La rubrique Les Wayforts, présentée par Fiona. Eh bien, Champi, pour le premier haut effort de ce jour, on va parler un tout petit peu de basketball. Joel Embiid, MVP de la NBA ou encore Most Valuable Player de la National Basketball Association, j'espère que j'ai bien prononcé, a pris la décision de représenter l'équipe des États-Unis aux Jeux Olympiques de 2024 à Paris, malgré son éligibilité pour représenter son pays natal, le Cameroun, et la possibilité de porter le maillot de la France dont il a obtenu la nationalité en juillet 2022. Grosse déception pour quelques fans qui auraient aimé le voir jouer pour le Cameroun et n'ont pas manqué de l'exprimer sur divers réseaux sociaux, ainsi que pour le staff des Bleus qui avait essayé de le convaincre de jouer pour la France et espérait qu'il prendrait une décision en leur faveur. Voilà donc notre premier effort de ce jour, les boss et les bossesses. Et comme vous savez déjà le rituel, on va poser une ou deux questions à chacune ici présente sur le plateau. Et donc, moi, je voudrais savoir, premièrement, les filles, si déjà vous aimez le basketball et deuxièmement, si vous connaissez ce joueur de Joel Embiid. Je commencerai donc par notre invitée Victoria. Honneur à l'invitée donc Victoria. Alors malheureusement, je connais pas ce joueur, j'avoue, mais c'est vrai qu'on a une team qui est assez connue dans la région où je suis. Donc, c'est quand même intéressant d'avoir toutes ces informations sur le basket. D'accord. Et est-ce que tu aimes alors le basketball? Ça, tu ne m'as pas dit. Je suis pas une grande fan, on va dire, hein. Ah, Je suis pas contre, j'ai une ouverture d'esprit et je m'intéresse au sport, mais on va pas dire que je suis une professionnelle. Ah, d'accord. En tout cas, moi aussi, je suis pareil comme toi. Je suis pas trop, enfin, je ne suis pas beaucoup le basketball. Pour moi, c'est genre, ouais, c'est là, c'est un sport et tout. Donc, c'est pas grave. Et toi, alors, Mélissa?
Non, ouais, du coup, je disais, j'adore le D'accord. basketball. J'avoue que j'ai pas du tout l'habitude d'en suivre les matchs, mais maintenant, je trouve ça hyper intéressant et à chaque fois, j'adore. Quand je passe par là, quand j'arrive à voir un petit match à la télé, bah, je trouve ça hyper intéressant et j'aime bien me poser dessus. Mais je connaissais pas du tout ce joueur, par contre. Ah, d'accord. Donc, quelque chose que vous avez appris de nouveau aujourd'hui. Et toi, alors, Lily? Moi, j'adore le basket. J'en ai un petit peu fait quand j'étais plus jeune. Et j'étais surtout une grande fan de la belle époque des Dream Team, des Lakers, Chicago Bulls. Et donc, voilà, tout le circuit un peu NBA. Donc, j'adore. Mais je ne connaissais pas le joueur dont tu as parlé, par contre. Désolée. Ah, d'accord. Ouais, c'est vrai qu'il a été célèbre, je crois, l'année dernière. En fait, il a fait le tour des réseaux sociaux et des journaux à partir de l'année passée ou l'année surpassée, si je me trompe pas. Donc, c'est pas grave, hein. On apprend tous. Et toi, alors, Champi? Moi, je respecte son choix, tout simplement, voilà. Donc, Mhm. il a choisi les États-Unis, respectons son choix, tout simplement. Il sait pourquoi il a choisi. Peut-être avec les Américains, il a plus d'opportunités ou bien ils l'ont plus encouragé. Voilà, tout simplement ça. Bon, c'est quoi la deuxième way forward de la soirée? Bon, la deuxième effort de la soirée est quelque chose de triste. Je vais pas appeler ça fort, mais je vais appeler ça un peu de tristesse. Le samedi 7 octobre dernier, la province d'Hérat au sud de l'Afghanistan fut frappée par un séisme de magnitude 6,3 faisant plus de 2000 morts et de nombreux blessés. D'après l'Organisation mondiale de la santé, on compte plus de 600 maisons réduites en ruines ou partiellement endommagées dans au moins 12 villages de la province. Et selon plusieurs ONG, les dégâts sont vraiment terrifiants, sans compter que l'Afghanistan souffre déjà d'une crise humanitaire avec le retrait généralisé de l'aide étrangère depuis le retour au pouvoir des talibans. Les Afghans traversent donc une épreuve difficile en ce moment et tout soutien est bienvenu, bien sûr. On espère qu'ils pourront surmonter cela. Voilà donc notre deuxième effort de ce jour, les filles et ainsi que les boss et les bosses. La seule chose que je voudrais savoir, c'est si vous avez entendu parler de cette histoire, de cette actualité. Et est-ce que vous avez un truc à dire ou à ajouter? J'ai pas vraiment une question à poser. On va commencer avec Lily. Je suis pas mal l'actualité, mais c'est vrai que j'avais entendu parler de ce séisme. Après, on est toujours un peu sans mots, hein, parce que c'est vrai que de loin, on ne peut pas vraiment aider, mais on peut pas non plus rester insensible à la désolation des images qu'on voit à la télé. Donc, mais voilà, Mhm. pareil, j'ai pas vraiment grand-chose de plus à ajouter, à part que c'est voilà, il y a de plus en plus de catastrophes naturelles, on le voit à la télé, Naturel. et je trouve que c'est assez inquiétant. Mhm. Mhm. Moi aussi, je Effectivement. trouve. Ouais. Et alors, Victoria, notre guest, qu'est-ce que tu penses de l'actualité par rapport à l'Afghanistan? Moi, je trouve ça vraiment dramatique actuellement ce qui se passe. Il y a de plus en plus de séismes dans le monde. Et si on peut pas intervenir en tant qu'aide humaine sur place, au moins envoyer tout notre soutien, essayer de relayer tout ce qui est cagnotte, relayer sur les réseaux pour aider au maximum grâce aux autres qui sont sur le terrain et aux associations. Ouais, c'est vrai. Et c'est vrai que, comme tu demandais, c'est pas tout le monde qui a eu vent, parce que moi, par exemple, c'est vrai que je m'intéresse aussi à l'actualité, mais moi, j'ai pas eu vent de l'affaire, en fait. C'est plus un autre événement qui a, je veux dire quoi, accaparé les médias. Bon, Mélissa, toi, qu'est-ce que tu penses? Ah bah écoute, c'est dramatique, hein. De la même façon que Victoria l'a dit, c'est vrai que on se sent un peu impuissant en fait quand on a ce genre de nouvelles depuis l'autre bout du monde, hein. On sait pas trop quoi faire. On sait que bah forcément voilà, on apporte du soutien aux victimes. Enfin, en tout cas, on le pense très sincèrement, mais c'est vrai que c'est toujours compliqué de savoir comment agir, de savoir quoi faire et enfin, de savoir euh, comment aider quoi. Donc c'est vrai que c'est dramatique. Ouais, c'est vrai. Bon, Ouais. Fiona, qu'est-ce que je vais dire? Est-ce que, parce que Victoria a parlé, s'il y a une cagnotte, est-ce qu'ils ont lancé une cagnotte pour récolter les dons ou bien pas encore? Non, jusqu'ici, pas, j'ai pas vu de cagnotte online quand j'ai fait mes recherches et tout, donc je dirais non. Et il est même très difficile de les aider, comme j'ai dit tout à l'heure, à cause du fait que les talibans ont pris le pouvoir l'année dernière. Il est difficile pour eux de recevoir de l'aide étrangère et tout, donc c'est une situation assez compliquée. Puis je pense qu'il faut se rapprocher des organismes tels que l'OMS qui est sur place ou bien Amnesty International si réellement on veut aider quoi, d'une certaine manière.
D'accord. Bon, merci beaucoup pour ta rubrique. Tu connais le rituel. Victoria va te noter. Donc, Victoria, il faut que tu Uh-huh. donnes une note sur 20. Comment tu as trouvé ces news qu'elle a apportées? Donc, tu as le Ah, droit de donner moins de 10. Ça, je le précise. il y avait du bon et du mauvais. C'est pas sur l'actualité, mais sinon, j'ai trouvé ça complet. On a appris des choses, donc je dirais 17 sur 20. Mhm. Oh my God. Oh my God. OK. Merci, Victoria. D'accord. OK, donc les boss et les bossesses, on va migrer vers le topo du jour. Donc, on se retrouve après un court moment de pause. Et merci encore à Fiona pour sa rubrique qui a valu 17 auprès de Victoria. À tout de suite, les boss et les bossesses. Chers boss et bossesses, si vous aimez notre podcast, n'hésitez pas à nous suivre sur nos pages Instagram, comment faire talk show en un seul mot, Facebook, comment espace faire point d'interrogation, YouTube, comment espace faire espace channel en anglais. À très bientôt! Le topo du jour, animé par Champi, c'est maintenant. Nous voici de retour pour le thème du jour, comment faire pour déconstruire les stéréotypes associés à la vieillesse. Et comme entrée en matière, j'aimerais qu'on se penche un peu sur certaines données qui sont publiées sur le site de l'OMS qui est www.who.int, donc le 18 mars 2021. Il dit ceci, on estime que 6,3 millions de cas de dépression dans le monde sont dus à l'agisme. La discrimination fondée sur l'âge coûte des milliards de dollars à nos sociétés. Par exemple, en Australie, 600% des personnes âgées de 55 ans ou plus étaient employées. Cela aurait chaque année un impact positif de 48 milliards de dollars australiens sur l'économie nationale. Alors moi, je voudrais savoir, qu'est-ce que t'inspire ces informations, Victoria? Là, on se rend compte qu'il y a énormément de personnes âgées dans notre quotidien et qu'elles font par entière partie de la société. Et malheureusement, elles sont vues parfois comme un poids pour cette société qui continue d'avancer sans eux. Et comme tu as pu le préciser, l'agisme, c'est un fléau parce qu'elle cause de la dépression, de l'isolement et bien d'autres conséquences qu'on verra plus tard dans cette émission sur la santé physique et mentale finalement. Est-ce que l'une de vous est choquée, par exemple, par le fait d'apprendre que si les personnes de plus de 55 ans étaient employées, il y aurait des résultats positifs sur l'économie? Je ne sais pas, je vais donner la parole peut-être à Lily. Non, puisque justement, je pense quand on a un âge un peu plus avancé, on est plus performant dans certaines choses, on a plus de connaissances, et donc je pense que réintégrer ces personnes à l'économie, c'est primordial, puisque on voit bien que on essaie de développer l'apprentissage, on essaie de développer l'alternance, mais s'il y a personne de l'autre côté pour être tuteur de tous ces jeunes, ben, je vois pas bien comment ils vont pouvoir se former. Effectivement, effectivement. Et toi, Mélissa, parce que moi, ça m'a surprise de lire ça, que on peut gagner plus de milliards si on embauche des personnes qui sont un peu seniors. Mais écoute, je suis pas du tout étonnée parce qu'en fait, finalement, je pense que c'est un petit peu comme tout, c'est-à-dire que la société, en fait, a un peu cette vision stéréotypée que les personnes qui sont d'un âge avancé, et quand je dis d'un âge avancé, c'est vraiment même au-delà de 55 ans, tu vois, comme ça disait sur cette information. En fait, on a vraiment cette idée comme quoi il y a vraiment une perte de productivité, qu'il y a un gap générationnel qui fait que il y a moins de compréhension, mais finalement, je pense que c'est au contraire, je pense que les connaissances et l'expérience de la vie, en fait, tout simplement, que ces personnes ont, est carrément un gain qui pourrait être ajouté, en fait, finalement, dans le milieu professionnel. Donc, ça m'étonne pas du tout. Bon, Victoria, juste une dernière question avant qu'on ne migre vraiment avec les questions que l'équipe a pour toi. Est-ce que le chiffre de 6,3 millions de cas de dépression dans le monde dû à l'agisme, est-ce que pour toi c'est petit ou bien c'est beaucoup? C'est déjà trop. Si on pouvait ne pas avoir de dépression, ce serait parfait et surtout lié à Non, non, finalement de la excuse-moi, je veux dire, est-ce que discrimination. pour toi le chiffre semble correct ou bien ils ont minimisé un peu les données? Ou bien ils ont exagéré? Je dirais pas exagéré et on peut dire que c'est presque minimisé parce que tous les cas de dépression ne sont pas diagnostiqués. Ça, les statistiques qui sortent, c'est des diagnostics qui ont été posés et qui sont comptabilisés. Or, toute dépression, il y en a qui peuvent être silencieuses malheureusement et qui peuvent ne pas être recensées. Donc, on peut estimer qu'il y en a encore plus. Effectivement, même quand on avait eu le cas sur le harcèlement scolaire, la psychologue nous avait fait comprendre que les données qu'on avait
annoncées qui venaient de sources fiables étaient sûrement, pour elle, et par rapport à ce qu'elle vit dans le quotidien de son métier, étaient sûrement minimisées parce que justement, il y a c'est pas tous les cas qu'on arrive à détecter. Donc, voilà. Maintenant, pour rester dans le sujet donc de ces stéréotypes sur les personnes âgées, quelles en sont les causes? Est-ce que tu peux nous dire un peu les causes? Parce que pour qu'on puisse régler un fléau, il faut bien qu'on sache déjà d'où il tient son origine. Déjà, les causes, en fait, elles sont finalement très anciennes, hein. Ça date d'il y a des millions d'années, si je peux dire ça comme ça, parce que finalement, déjà dans l'histoire, si on s'intéresse un peu au Moyen Âge, par exemple, un homme, il doit être vaillant et puissant. Donc, en fait, on a un véritable mépris pour la vieillesse. Et si on s'intéresse à la Renaissance, il y a un véritable dégoût pour la personne âgée, en fait. Donc, dès le début, en fait, alors, si on s'intéresse encore plus anciennement, il y avait une bonne vision, mais quand on avance dans l'histoire, en fait, on ancre des stéréotypes où la personne âgée est une personne, en fait, qui est faible. Et malheureusement, dans cette société actuelle, notamment occidentale, en fait, la personne âgée, elle est vue comme un poids pour la société. En fait, ça tend du coup à développer le phénomène d'agisme, si je peux dire ça comme ça. Mais c'est aussi des représentations culturelles qu'on a, notamment dans certains pays. Il n'y a pas d'EHPAD, il n'y a pas de maison de retraite, mais dans d'autres pays, comme la France, il y a beaucoup d'EHPAD, beaucoup d'hôpitaux, une population qui est vieillissante. Et c'est surtout qu'en fait, on a énormément de stéréotypes qui sont ancrés par notre culture. Alors, ça peut être une personne âgée, bah, elle a des appareils auditifs, elle a les prothèses de hanche, elle a forcément les cheveux blancs, elle porte des lunettes, elle a le dos voûté, etc. En fait, on a une vision du corps âgé qui est un corps qui est pathologique, un corps malade, et en fait, finalement, qui est synonyme de faiblesse. Il y a un auteur qui s'appelle Terence qui dit que la vieillesse est par elle-même une maladie. Et en fait, le corps âgé malade fait peur aux individus. Excuse-moi, juste, je veux essayer de comprendre. Tu as dit Satan, parce que j'ai pas bien compris que Satan a fait que la vieillesse soit vue d'un mauvais œil. Je sais pas si c'est Satan que tu as utilisé comme terme ou bien un autre terme. Oui, le fait que le vieillissement soit vu bah, négativement, ça, bah, ça tend, je veux dire, ça Ah, ok, Satan. engendre. Ouais, excuse-moi, je pensais que tu amenais un aspect religieux à la chose. C'est pour ça que je me suis dit, Non, mais si on puisque tu parles s'intéresse de à la Satan. religion, au contraire, on peut aussi s'intéresser à la religion, au vieillissement. En fait, on se rend compte dans l'Ancien Testament, la Bible ou encore le Coran, bah là, la vision du vieillissement, elle est super positive. Ok, Dans l'Ancien d'accord. Testament, on veut honorer les vieux. Dans la Bible, on dit que être vieux, c'est une bénédiction. Et dans le Coran, on dit qu'il faut honorer les anciens. Donc finalement, si on parle de vieillissement, il y a aussi un thème dans la religion. Ah, d'accord, d'accord. Et Fiona, j'aimerais bien savoir, est-ce que toi, dans ton pays d'origine, le Cameroun, est-ce que tu as déjà entendu parler des EHPAD, ces endroits où on garde les personnes âgées? En fait, ça existe au Cameroun, mais c'est tellement rare, c'est assez rare parce que au Cameroun, déjà dans notre culture, on doit respecter les vieux. Donc, c'est ancré, c'est dans l'éducation même des enfants déjà. On les apprend dès le bas âge que lorsqu'on est vieux, on est sage en fait. Le vieux représente la sagesse, le vieux représente une bibliothèque pour la famille, un personnage tellement précieux. Donc, on ne se voit pas en fait en train de prendre une vieille personne et de la mettre dans un EHPAD ou une maison de retraite ou quoi que ce soit. On traite beaucoup les vieux avec beaucoup de respect, quoi. Donc, c'est un truc qui est assez rare, qui existe mais vraiment très rare. Je savais même pas que ça existait. Non, ça existe vraiment, ça existe, mais c'est tellement rare d'en trouver. Si tu fais des recherches, tu vas trouver. D'accord. Et moi, bref, moi, j'aimerais bien avoir l'avis de Lily aussi par rapport à ces EHPAD. Comme Victor a expliqué que, voilà, quand tu es vieux, on te met dans des EHPAD. Et je sais qu'il y a beaucoup de controverses par rapport à ça. Est-ce que toi, l'EHPAD, c'est quelque chose que tu as considéré, par exemple, pour tes parents ou bien pour tes tantes, je sais pas. Moi, j'ai une vision assez particulière de l'EHPAD puisque j'y ai travaillé en tant qu'art thérapeute. Donc, je les connais très bien de l'intérieur, ces EHPAD. Et j'avoue que c'est un peu comme partout, hein, il y a de tout. Je connais de très bonnes EHPAD où on s'occupe très très bien des résidents, où on leur propose énormément de loisirs, où on crée du lien entre les différents résidents, où ils sont considérés vraiment comme des personnes. Et j'ai aussi eu l'occasion de travailler dans des endroits où, mais bien évidemment, jamais j'y laisserai mes parents parce que les personnes sont des numéros.
la personne est réduite à son numéro de chambre et voilà, et au nombre de médicaments qu'elle doit prendre par jour. Donc, je pense que quand on parle de EHPAD, c'est difficile d'avoir un avis sur toutes les EHPAD, puisque chaque EHPAD va traiter ses résidents d'une certaine façon. Après, moi, ce que je trouve qui est intéressant de plus en plus, c'est quand les EHPAD, par exemple, se mettent à côté d'écoles ou de crèches et où on fait vivre les différentes générations et on fait cohabiter les différentes générations. Et ça, je trouve que c'est une passerelle extraordinaire. Ouais, j'avais vu l'émission qui avait fait cette expérience de mettre des enfants avec des personnes âgées. C'était vraiment trop, trop, trop beau à voir en fait. Donc, oui, et donc pour continuer, Victoria, toi qui as, puisque dans ta biographie professionnelle, tu vas directement chez les personnes à domicile pour les consulter. Donc, comment est-ce qu'elles réagissent face aux stigmas qui leur sont associés? Est-ce que c'est pour ça peut-être que elles préfèrent avoir des soins à domicile que, je sais pas, peut-être dans un hôpital ou bien quelque part ailleurs qui serait suitable ou bien approprié pour les recevoir? Bah déjà, si on s'intéresse vraiment aux stéréotypes, bien sûr qu'ils en souffrent, hein. On a eu la chance, avec notre équipe de podcast OK Boomer, avec deux enseignantes chercheuses de l'université de Tours, d'animer un débat entre des jeunes étudiants en licence, qui pourtant étaient en option géroto, et des personnes âgées. Et en fait, nos seniors, ils ont été outrés, si on peut dire, et choqués de voir des représentations qui étaient vraiment dépassées et teintées de négativité sur le thème de la vieillesse, en fait. Tous ces jeunes voyaient la vieillesse d'une façon extrêmement triste, vraiment reliée, on va dire, à la mort, avec une vision stéréotypée. Donc tout ce qu'on essaye de déconstruire. Après, au niveau de la vie à domicile, je pense que ils veulent être maintenus à domicile parce qu'il y a l'amour de leur maison, de leur famille. Et comme le disait Lily, voilà, on a une représentation actuellement des EHPAD faites par les médias qui sont dramatiques. Mais c'est vrai que les EHPAD, il y a tout, il y a du bien et du moins bon. Donc voilà. Et puis cet écart entre les générations, en fait, il se creuse de plus en plus. Et tant qu'on ne fait pas des concepts intergénérationnels, toujours comme l'a souligné Lily, et toi, Cynthia, sur par exemple le concept, je voyais de l'émission Une vie d'écart, euh, qui a été propulsée par Canal+, ben on pourra pas continuer comme ça, quoi. Il faut créer un lien et une passerelle entre les générations des jeunes et des âgés, et au contraire, ils ont tout à nous apprendre, vraiment. Et moi, je sais, en tant que jeune, voilà, j'ai que 23 ans et je rencontre des personnes des fois qui sont centenaires. Bah, et c'est des sources de richesse, et comme le disait Fiona, c'est une bibliothèque, quoi. C'est vraiment des mémoires, et c'est super de travailler avec des gens comme ça. Effectivement, en Afrique, on considère qu'un vieillard est une bibliothèque et lorsqu'un vieillard meurt, on considère que c'est une bibliothèque qui a brûlé. Mais non, mais ce que je voulais savoir, c'est comment ils réagissent face à leur stigma. Qu'est-ce que ça leur fait? Je sais pas. Est-ce que c'est la colère? Est-ce que c'est le désarroi? Est-ce que c'est le désespoir? Est-ce que c'est plutôt, ils se disent que non, ils vont plutôt prouver le contraire, que c'est pas parce qu'on est vieux qu'on est, je sais pas, mourant, etc. Vraiment, quel est le sentiment qui pourrait décrire la manière dont ils perçoivent les stigmas à leur personne? Et ben, t'as tout décrit, Cynthia. Il y a vraiment de tout au niveau des caractères. On va dire ceux qui sont forts vont vouloir prouver le contraire en montrant qu'ils sont aussi forts que des jeunes, qu'ils ont des performances égales. Il y en a d'autres qui sont en colère et qui, du coup, ont développé une sorte eux aussi, de stéréotypes contre les jeunes. Il y en a d'autres, ça va les faire rigoler parce que, ils se disent, bon, bah, voilà, c'est comme ça. Et d'autres aussi qui sont résignés, qui, du coup, en fait, s'isolent encore plus en se disant je suis tellement mal vue que je vais rester dans mon coin et je vais pas me mêler à ces jeunes. Donc il y a un peu de tout au niveau des réactions, ça dépend vraiment du caractère, mais bon, c'est loin quand même d'être positif, bien sûr. On s'en doute bien. Et donc, la prochaine question est la suivante. Beaucoup de femmes vivent très mal l'apparition des premiers cheveux gris. Comment déconstruire cette connotation négative associée au vieillissement, surtout chez la femme? Et déjà, juste une sous-question. Est-ce que, d'après ton expérience, voilà, donc j'imagine que que tu as des patients hommes et femmes, est-ce que d'avoir les cheveux blancs, est-ce que tu as constaté que même chez les hommes, c'est dérangeant ou bien moins dérangeant que chez les femmes? Ah, bien sûr, on a en fait une vraie différence de genre au niveau de la vision des cheveux blancs. Souvent, chez l'homme, ça peut être vu de façon même sexy, hein. On voit les célébrités qui vieillissent, Georges Clooney par exemple, c'est vu comme quelque chose de séduisant, les cheveux gris.
Alors que les femmes, c'est vu comme étant quelque chose de plutôt repoussant et vraiment, ça symbolise la vieillesse. Et en fait, c'est que le corps de la femme, il est toujours idéalisé dans notre société, en fait, avec toutes ces pubs anti-âge, on va dire la chirurgie esthétique. On veut absolument être contre la vieillesse. Et ça, si on regarde vraiment, c'est plus, ça touche plus aux femmes, hein. On va regarder la télé. Les femmes, ça va être la pub pour les fuites urinaires. C'est cliché, mais c'est comme ça. Et les hommes, ça va être le vieux beau qui a droit à sa crème. C'est sympa, voilà. Donc la femme, la différence de Mais genre est-ce que entre les toi, tu femmes. le vis avec tes patients? Est-ce que les clichés de la société, est-ce que tu le vis avec tes patients? Par exemple, si tu as un patient femme qui a les cheveux gris, est-ce qu'elle va plus se morfondre, par exemple, que si tu as un patient homme avec les cheveux gris, lui, ça va rien lui dire. Lui, c'est plutôt autre chose qui va le déranger. Moi, c'est pas trop sur. Alors, l'apparence physique revient en effet plus chez les femmes que chez les hommes dans mes patients. Surtout au niveau des cheveux, du visage, même de l'épilation. Mais c'est vrai que les cheveux, par exemple, les cheveux gris, oui, ça revient plus chez les femmes. C'est une plainte plutôt féminine que chez les hommes. Et Les donc, hommes, comment... ça va être la Non, vas-y, perte de continue, capacité excuse-moi. physique plutôt. J'ai pas suivi, s'il te plaît, tu disais? Les hommes, ça va être plus, on va dire, sur la perte de force physique. Là où les femmes, oui, seront peut-être un peu plus sur l'esthétisme. Et encore, hein, ça reste. Là, je fais le cliché où je fais des choses un peu catégoriques, mais oui, on va dire la plainte esthétique est peut-être plus basée sur les femmes, de par les dictates sociétaux qui leur sont imposés. D'accord. Et donc, par rapport aux cheveux blancs, vu que la question était sur les cheveux blancs, comment on peut essayer de déconstruire ce stigma négatif par rapport aux cheveux blancs? Comment tu peux Ah dire aux bah, femmes, par exemple, qui ont peut-être 45 ans ou bien 50 ans, qui ont déjà un cheveu blanc, qu'est-ce que tu peux leur dire par rapport à ces cheveux-là pour qu'elles arrêtent de se complexer? déjà, c'est très simple. Si on prenait le problème à la base, quand on regarde les campagnes de pub pour les cheveux, c'est les colorations. Je pense qu'on est toutes d'accord, unanimes en tant que femme, on voit beaucoup de pubs pour les colorations. Et là, si je m'intéresse, j'ai une idée en tête, euh, sur les réseaux sociaux, sur les abribus, on a vu une campagne de pub avec la marque de sous-vêtements Darjeeling qui a récemment pris comme égérie Caroline Ida Ours, qui est 50 Years of Woman sur les réseaux sociaux et qui se présente en sous-vêtements avec un corps de femme de 50 ans et plus et les cheveux gris en fait. Pour moi, il faut juste que les réseaux, les infos, etc. présentent plus de modèles féminins âgés et avec et sans coloration. Après, pour les femmes, j'ai envie de dire voilà, c'est toujours compliqué d'accepter le premier cheveu blanc parce qu'il peut représenter une entrée dans la vieillesse, mais il faut s'accepter comme on est. C'est pas forcément l'apparence physique et les changements physiques qui font qu'on est moins intéressante, moins cultivée. Au contraire, c'est l'entrée dans une nouvelle période de vie. Effectivement. J'aimerais savoir si Mélissa, par exemple, elle a peur d'avoir des cheveux blancs. Voilà, juste un peu. Alors, pas du tout, non, parce qu'au contraire, justement, j'ai vachement déconstruit en fait cette peur-là. Enfin, j'essaie en tout cas de plus en plus de la déconstruire, parce que c'est vrai qu'en fait, sur les réseaux sociaux, on voit de plus en plus justement des femmes d'un certain âge qui, au contraire, en fait, se réapproprient leur féminité avec la vieillesse et en fait, qui, au contraire, montrent que, bah, en fait, on peut très bien être une femme d'un certain âge, d'avoir des cheveux blancs et être très belle et être très féminine. Et en fait, c'est justement, en fait, comme t'en parlais, Victoria, en fait, ce stéréotype comme quoi les hommes deviennent, enfin, ils gardent un petit peu en fait leur charme en vieillissant, mais que les femmes, au contraire, elles dépérissent un petit peu. En fait, c'est vraiment quelque chose qui est de plus en plus remis en question. Et ces femmes-là, en fait, que je vois sur les réseaux sociaux et que je suis, et c'est vachement de lutter contre ça. Et en fait, je trouve ça hyper intéressant parce que, bah, justement, ça permet un petit peu aux plus jeunes générations, dont moi, forcément, en fait, de déconstruire un petit peu cette idée un peu négative et donc au contraire de pas avoir peur de vieillir et au contraire d'en être fier. Et Lily, et toi, est-ce que les cheveux blancs, c'est quelque chose qui te révulse ou bien tu t'en fous? Tu te dis que voilà, si tu en as, tant mieux, si tu en as pas, tant mieux aussi. J'avoue que j'y pense pas trop. Par contre, je pense que dans les années à venir, il y a forcément des stéréotypes par rapport aux cheveux blancs qui vont évoluer, notamment à cause de l'âge du premier enfant. Parce qu'avant, les cheveux blancs, c'était forcément associé à la grand-mère. Sauf que maintenant, on voit de plus en plus de mamans qui ont des maternités tardives, vers 40, 42, 43, 45 même maintenant.
Et forcément, arrivent les cheveux blancs dans les cours d'école, puisque forcément, ces mamans vont aller chercher leurs enfants. Et je trouve que c'est très bien, parce que du coup, ça va un peu décaler cette idée que cheveux blancs égale grand-mère. Cheveux blancs égale j'ai quelques années derrière moi, mais c'est pas pour ça que je peux pas être jolie, être désirable, être femme, être maman et avoir encore une magnifique vie devant moi. En effet, pourquoi les hommes se bonifieraient avec l'âge et pas nous? Et des stars comme Andy McDowell qui se montrent maintenant avec leurs cheveux gris et qui revendiquent un peu cette beauté naturelle vont aussi aider à ce que les choses bougent. Chers boss et bossesses, si vous aimez notre podcast, n'hésitez pas à nous suivre sur nos pages Instagram, comment faire talk show en un seul mot, Facebook, comment espace faire point d'interrogation, YouTube, comment espace faire espace channel en anglais. À très bientôt! Et donc, Victoria, question un peu difficile, je pense. Est-ce que l'estime de soi d'une personne d'un âge avancé peut agir sur sa santé physique? Par exemple, une personne âgée pourrait-elle maintenir des aptitudes physiques plus importantes si elle se sent mentalement encore jeune et inversement? C'est un peu coriace là. Alors moi, je vais m'appuyer sur le phénomène de menace du stéréotype, où en fait, quand une personne est susceptible de recevoir des stéréotypes négatifs sur le vieillissement ou des croyances sur le vieillissement, en fait, ça entraîne des performances plus basses et une estime de soi beaucoup plus basse. Il y a des études qui sont sorties même dans les années 90 et qui continuent de sortir en montrant qu'il y a un véritable impact de la vision que la personne a d'elle-même sur la santé psychologique, comme par exemple l'anxiété, la dépression, mais aussi la santé physique, avec un impact sur la santé et le stress cardiovasculaire. Donc, il va carrément affecter le cœur, en fait. Une perception négative et une estime de soi basse peut entraîner et agir sur le système cardiovasculaire. Et donc, tristement, est corrélé à la mortalité et à la morbidité, en fait. Donc, c'est assez dramatique de se rendre compte que l'estime qu'on peut avoir de nous-mêmes, la santé psychologique a un véritable impact majeur sur la santé. Donc, juste pour résumer, en fait, je veux essayer de comprendre ta réponse. Donc, une personne âgée d'un âge avancé, si elle a des préjugés qu'elle va recevoir forcément des stéréotypes par rapport à son âge, elle est en train de s'endommager en se mettant en proie à une dépression, à un problème cardiaque et à tout ce qui va suivre avec. C'est ça qu'une personne C'est qui est exactement dans le ça. même âge, qui s'en fout, ou bien qui ne se dit pas que forcément parce qu'elle est vieille ou bien d'un âge avancé, elle va être discriminée par rapport à cela. Donc, elle se protège mieux en évitant de penser à ces différents stigmas-là. Je vais essayer un peu de comprendre la réponse. C'est exactement ça, tu l'as très bien résumé. Et puis, l'estime de soi, en fait, elle a vraiment un impact presque direct sur la santé physique, pour résumer. Bah, moi, j'aimerais savoir ce que Fiona en pense. Je sais que tu es un peu malade aujourd'hui, mais bon, les boss et bossesses aiment bien quand même entendre ta voix. Est-ce que tu penses une personne qui est jeune et qui a peur de vieillir va s'endommager le corps, l'esprit, peut-être même vieillir un peu plus? Et par exemple, une personne qui est vieille, est-ce que si elle a un peu je m'en fous en fait de ce que les autres pensent de moi, est-ce que cette personne aura plus d'énergie que la personne qui est jeune, qui est censée avoir plus d'énergie qu'elle? Ben oui, ça c'est ce que je pense déjà, parce que chez nous on a l'habitude de dire que tout vient d'abord de la tête. Une façon de dire que c'est, en fait, notre propre épanouissement vient de nous-mêmes, de notre intérieur. Donc, si déjà à un jeune âge, par exemple, je me sens déjà comme une vieille ou bien j'ai peur de vieillir, je vais pas me concentrer sur ma jeunesse, sur le fait que je suis jeune maintenant et que je dois peut-être en profiter, et je vais plutôt commencer à me préparer psychologiquement à vieillir, ce que je trouve très dommage. Par contre, j'ai eu à regarder, à m'amuser à regarder plusieurs fois de jeunes, je vais dire de grand-mamans, mais je vais dire jeunes grand-mamans parce qu'elles étaient jeunes dans la tête sur les réseaux sociaux qui, à 97 ans, on les retrouvait toujours en train de faire des sports d'athlétisme avec beaucoup de souplesse, que ce soit de la danse ou bien de la gym et tout ça, et qui, en fait, se sentaient tellement bien dans leur peau que elles donnaient envie, en fait, parfois même aux jeunes personnes. Donc, je dirais que tout vient de la tête, en fait. Si déjà, physiquement, si déjà intérieurement je me sens prête, je me dis que oui,
Vieillir n'est pas un problème. Je vais toujours faire ce que j'ai envie de faire. L'essentiel, c'est que je sois bien et que je sois heureuse dans ce que je fais. Voilà, ça voudrait dire que je vais toujours rester jeune, peu importe l'âge à laquelle, peu Peu importe importe ton l'âge âge, que quoi. j'aurai, oui, peu importe l'âge que j'aurai, je serai toujours bien, quoi. Bon, Victoria, avant qu'on ne m'y révèle la dernière question, je voudrais juste savoir, est-ce que il y a eu une polémique, que je pense que c'était l'année dernière, d'un jeune de 33 ans, je pense, par là, qui s'est fait passer, qui a dit qu'il était, en fait, il a utilisé le système de transition de genre pour dire qu'il a transitionné pour être un vieillard parce qu'il voulait toucher les aides, je crois. Est-ce que toi, ça te révolte, puisque tu milites activement pour déconstruire les stéréotypes liés à l'âge, est-ce que toi, de voir un jeune comme ça qui utilise à des fins vraiment grotesques l'âge ou bien le système de transition pour profiter d'un système qui est normalement pour les personnes âgées, est-ce que toi, ça te révolte ou bien je te dis que bref, cette personne, peut-être, elle montre un peu d'empathie envers la vieillesse. C'est juste un entre parenthèses, hein. Bah, je connaissais pas du tout cette polémique, tu me l'apprends. Bah, moi, forcément, ça me révolte parce que je rencontre quotidiennement des personnes âgées qui sont en difficulté pour obtenir des aides financières pour maintenir leur quotidien, en fait, pour vivre tout simplement. Donc, forcément, ça me révolte, ça me fait pas plaisir d'entendre ça, forcément. Parce que c'est compliqué actuellement de vieillir chez soi, c'est beaucoup de démarches, c'est compliqué d'avoir des aides financières. Donc, bon, forcément, c'est révoltant d'entendre ça et c'est vraiment étrange de se machiner ça dans la tête et de mettre ça en place, en tout cas. Effectivement, c'est vraiment étrange. Bon, la dernière question de ce segment est, d'après toi, toi, en tant que psychologue qui exerce avec ces personnes et qui les voit dans leur quotidien, comment est-ce que la société pourrait-elle œuvrer à l'épanouissement de la population senior? Bah, je pense qu'en fait, on en a un petit peu déjà parlé. En fait, c'est tout simplement mettre plus de représentation des personnes âgées dans notre quotidien, en fait, que ce soit dans les médias, les réseaux sociaux, les campagnes de publicité, mais les montrer sous un jour nouveau et un jour qui est conforme à la réalité avec plein de bonnes choses positives, mais aussi davantage de projets intergénérationnels qui finalement, en fait, sont très peu coûteux mais qui apporte beaucoup dans les deux sens. Je pense notamment, on l'a évoqué, mais au documentaire Une vie d'écart qui a été propulsé par Canal+, où ils ont mis en contact de très jeunes enfants avec des personnes âgées dans un EHPAD. Et on voit les effets qui sont super à la fois sur le plan physique et psychologique des personnes âgées, mais aussi sur le développement des enfants, hein, que ce soit la capacité à lire, etc. Donc on voit que ça apporte des deux côtés, mais aussi, pourquoi pas, le ministère et le gouvernement pourraient financer des associations. En fait, je pense à une association en particulier, c'est l'association Smile, qui est dans la Touraine, qui met en contact en fait des jeunes, des étudiants, des gens actifs, avec des personnes âgées en fait qui n'ont pas forcément de famille et qui sont institutionnalisées pour créer une relation, rompre l'isolement. Enfin, ils s'envoient des lettres, ils se voient, ils se téléphonent. Enfin, c'est plus de sensibilisation également sur tous les métiers du social, du soin en fait, qui rencontrent des personnes vieillissantes et des personnes vieillissantes qui subissent beaucoup de remaniements physiques et psychologiques et apprendre à savoir ce que c'est une personne âgée, ce que ça engendre. Il y a des simulateurs de vieillissement qui font prendre conscience à quel point ça peut être dur d'être une personne âgée. Donc c'est tout un travail de sensibilisation sur plein de points différents, mais qui, j'espère, un jour, face à la société vieillissante qu'on a, pourront vraiment porter leurs fruits avec un monde un peu plus soudé et une génération avec moins d'écart entre les différents âges de la vie, si je peux dire. Quand tu en parles, on sent vraiment que ça te tient à cœur et c'est vraiment très beau, vraiment, c'est un vraiment noble combat que tu mènes. Bon, avant donc qu'on ne quitte cette séquence, j'aimerais un peu savoir, d'après Lydie, comme toi tu dis que tu as travaillé dans les EHPAD en tant que art thérapeutique, est-ce qu'il y a certains éléments que Victoria aurait omis sur lesquels on peut apporter des améliorations pour ainsi faciliter la vie aux personnes seniors? Moi, ce que j'ai constaté, c'est que par souci d'économie ou par manque de personnel, c'est vrai que finalement, on leur laisse faire peu de choses. Donc, on les infantilise sur énormément de choses comme manger, préparer les repas ou même parfois se laver. Et je pense que ne pas vieillir ou bien vieillir commence déjà par continuer à s'occuper soi-même de soi, en fait. Et ne pas retomber, justement, on dit que la vie, c'est un éternel recommencement. Je sais pas si vous avez vu ce petit
ce petite caricature qui passe parfois où on voit l'homme qui commence à quatre pattes, hein, qui doit être aidé, etc. Et qui finalement, à la vieillesse, c'est la même chose. Il doit à nouveau être aidé, il est en chaise roulante, il doit être poussé. Donc, je pense que si les moyens humains et financiers étaient là, réhumaniser une partie de la vie des EHPAD permettrait vraiment aux personnes âgées de garder cette estime de soi dont Victoria parlait justement. Donc, les Euh, réhumaniser en les mettant un peu plus indépendants, ne pas les infantiliser en s'occupant entièrement d'eux. C'est ça, en oui, fait, voilà, ton propos. OK. oui, voilà, c'est ça. Et peut-être même parfois, même si c'est moins bien fait. C'est un peu comme le principe quand vous avez envie que votre enfant grandisse, vous le laissez se salir finalement, parce que c'est comme ça, c'est un apprentissage. Et je dirais que lorsque la vieillesse arrive, c'est peut-être un peu la même chose. Est-ce que c'est si grave si elle a une tache sur son pull, sachant que derrière, elle se fera peut-être un plaisir de le laver finalement, son pull. Donc, il y a vraiment cette idée de les laisser vivre normalement comme on le fait à l'extérieur. Quand vous sortez, vous et moi, parfois on se tâche et c'est pas très grave. Et en EHPAD, on a vraiment ce côté aseptisé où voilà, chaque résident doit quasiment avoir un bavoir et ne pas se tâcher et faire ci et faire ça. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui m'avait choqué. D'accord. Donc, c'est sur ces jolies paroles, donc, de laisser un peu plus d'autonomie à ces personnes-là, qu'on va se quitter et se retrouver pour la dernière partie de l'émission. Et comme vous le savez, Lily fait sa première avec sa rubrique Est-ce que tu nous? Bon, à tout de suite, les boss et les bossesses. Chers boss et bossesses, si vous aimez notre podcast, n'hésitez pas à nous suivre sur nos pages Instagram, comment faire talk show en un seul mot, Facebook, comment espace faire point d'interrogation, YouTube, comment espace faire espace channel en anglais. À très bientôt! Nous revoici pour la dernière partie de l'émission. Nous espérons vous avoir fait prendre conscience afin que vous puissiez être plus sensible et plus empathique envers les personnes âgées, sachant que les stéréotypes que vous pouvez avoir envers elles peuvent les affecter gravement. Mais bon, il est temps de passer à la rubrique de Mélissa, Fala le livre. Donc Mélissa, qu'est-ce que tu as préparé pour nous aujourd'hui? Merci Champi, et j'ai le plaisir de vous présenter notre 3e édition de Fala le livre. Et oui, c'est déjà la 3e, mais pour être sûr qu'on est tous sur la même page, je vais vous faire un très bref rappel du concept, comme les 2 fois précédentes, puisqu'il reste tout nouveau pour le moment. Moi, Mélissa, je vous présente un auteur, un dessinateur ou un livre de tout genre littéraire que j'ai découvert et que je souhaite partager avec vous, nos boss et bossesses. La rubrique Fala le livre, présentée par Mélissa. Et pour ce 3e épisode, je voudrais commencer par vous parler féminisme cette fois-ci. En effet, c'est une jolie découverte qui vient de sortir il y a à peine quelques jours aux éditions Les Arénaides. Je vous parle ici de Les femmes aussi ont fait l'histoire de l'autrice Titiou Lecoq, qui nous a déjà régalé avec un premier succès, Les Grandes Oubliées. Donc ce livre est plutôt orienté jeunesse, mais je pense qu'il peut être bénéfique à n'importe qui, puisqu'il nous démontre les clichés historiques tels que l'histoire nous l'a enseigné dans le milieu scolaire. On nous apprend ainsi que, contrairement à la pensée commune, elle chassait à la préhistoire, puis qu'elle bâtissait des cathédrales et gouvernait des fiefs au Moyen-Âge. Alors si on peut tous être surpris de ces révélations qui changent notre perception des choses, Titiou Lecoq nous rappelle aussi qu'elles se sont battues lors de la Révolution, qu'elles ont lutté pour obtenir l'égalité des droits, et que finalement, l'histoire telle qu'on l'aperçoit est issue en grande partie de nos stéréotypes de genre bien ancrés dans la société. Et c'est avec humour et pédagogie que on nous y fait ainsi découvrir une nouvelle histoire de France, illustrée avec de belles images pour compléter le tout. Et pour finir sur une note complètement différente, je vous propose de découvrir un dessinateur que j'apprécie beaucoup, Livio Bernardo, de son nom connu sur Instagram, Livio et la vie moderne. Donc avec au compteur déjà 2 BD génialissimes, La vie moderne et En toute conscience, toutes 2 aux éditions Delcourt. Donc comme on peut le lire dans le résumé officiel de la première, Livio nous y fait découvrir une part de son quotidien de fêtard en série, dans lequel les petites galères quotidiennes, les rencontres amoureuses et les gaffes générationnelles qu'on retrouve dans ces soirées sont tournées en dérision, des situations risibles dans lesquelles chacun peut se retrouver finalement. Et si je vous ai déjà parlé de Marine Dove dans un épisode précédent, qui elle se concentrait plus sur des personnages caricaturés qu'elle avait déjà rencontrés au cours de sa vie, Livio nous dresse plutôt à la place un portrait satirique, plutôt introspectif de ce que peut ressentir un jeune trentenaire parisien dans un monde hyper connecté, plein de contradictions, où les codes sociaux et le besoin de reconnaissance et de validation s'entremêlent. Alors avec légèreté et beaucoup de justesse, on passe alors un moment divertissant devant les scénettes de Livio. Et si vous souhaitez découvrir davantage de cet artiste, vous pouvez donc le retrouver sur Instagram sous le nom Livio et la vie moderne.
Et maintenant que ces deux talents vous ont été présentés, j'aimerais beaucoup connaître l'avis de mes co-chroniqueuses Champi, Fiona et Lily, et celui de notre invitée du jour, Victoria, bien sûr. Donc, est-ce que je peux vous demander à toutes les quatre, lequel de vous deux, des deux, en fait, vous a le plus intéressé? Honneur à l'invité. Bah, je te remercie en tout cas pour ces belles découvertes parce que du coup, moi, je suis quelqu'un qui adore tout ce qui est culture et lecture et j'avoue que le deuxième me tente bien par le mot intergénérationnel que tu as employé, donc j'irai plus sur la dernière référence. Et toi, Lily? Alors, de mon côté, j'ai bien aimé les deux présentations. Merci pour ces belles découvertes, en effet. Mais je pense que si je devais en choisir un, je choisirais le premier, parce qu'on dit toujours que derrière tout bon roi, il y a sa femme. Et j'aimerais bien avoir quelques arguments à mettre derrière cette citation que je cite assez souvent. Et toi, Fiona? Merci déjà, Mélissa, une fois de plus pour ces découvertes. Je pencherais le même choix que Lily. Je préférerais un peu plus apprendre sur le féminisme et tout que le deuxième livre, quoi. Je Et préfère toi, Cynthia? l'histoire, en fait. Et toi, Champi? Moi, je préfère la BD. Comme d'habitude, je préfère ce qu'il y a de la BD. Pourquoi? Parce que j'ai dit, moi, j'aime rire, donc. Et la BD, moi, ça me fait penser à, quand j'étais plus jeune, j'étais fan de Witch. Et c'était une BD oh là là, Seigneur. Bref, donc, j'aime les BD, en fait. Parce que moi, je trouve que c'est plus colorful, c'est plus light, et tout ça. Et on en a besoin dans ce monde-ci. Et toi-même, tu as préféré laquelle de tes œuvres? Bah écoute, les deux sont très différentes et c'est pour ça qu'en soi c'est un peu difficile de faire un choix. J'avoue que en fait la deuxième je le connais depuis assez longtemps donc forcément c'est assez c'est enfin vraiment c'est un contenu en fait que je consomme assez souvent notamment sur Instagram hein, comme je l'ai expliqué. Mais en plus de ça du coup ces BD qui sont plutôt sous format papier, je trouve elles sont hyper intéressantes aussi et au final elles sont hyper adaptables au format papier. Mais c'est vrai que le premier, du coup, bah, en fait, vraiment, côté plutôt féminisme, du coup, c'est vraiment quelque chose sur lequel, bah, en fait, c'est pas forcément des infos qu'on a de manière générale. Et je trouvais ça hyper intéressant parce qu'en fait, comme je l'ai expliqué, c'est plutôt orienté jeunesse, donc c'est-à-dire qu'on a vraiment en fait des illustrations qui sont présentes dans le livre. Et en fait, du coup, ça permet vraiment d'avoir une image très visuelle en fait de la réalité de ce que les femmes ont fait à travers l'histoire. Et donc, honnêtement, Champi, je saurais pas te dire lequel des deux j'ai préféré parce qu'on est vraiment sur deux choses très différentes. Mais je pense que les deux sont très qualitatifs et c'est pour ça que j'ai voulu le recommander à nos boss et bossesses. Tu as le droit de préférer les deux. Regarde, tu peux être gourmande aujourd'hui, tu prends les deux. Bon, tu connais le rituel aussi. Il est temps que Victoria te donne une note pour ta rubrique. Donc, Victoria, tu lui donnes combien sur 20? Tu peux mettre en dessous de 10 si tu veux. Voilà. Moi, j'ai adoré cette rubrique, donc j'irai vers même presque le 20, la note ultime, parce que j'adore ces recommandations et j'adore découvrir de nouvelles choses. Donc, allez, la note ultime parce que je suis généreuse ce soir. Moi, je suis pas contente. Bah, c'est très gentil. Merci, Victoria. Non, mais tu connais que je vais quand même diviser par 2 parce que je suis de très mauvaise foi. Donc, je vais te mettre 10 sur 20. C'est Tu as vraiment la pas moyenne. gentil. C'est vraiment pas gentil. Je sais, Je mais je suis pas répugne. gentille. Tu le Je sais que je suis pas conteste. gentille. Je conteste. Bon, maintenant, place à Lily. Lily, j'espère que tu n'as pas le trac parce que tu vois, bonne humeur et tout. Mais surtout, les boss et les bossés sont un peu rigoureux, donc je peux t'accorder si tu as le trac. Donc, il est temps pour toi de nous faire découvrir la première de ta rubrique qui se nomme Est-ce que tu know, qui parle de santé. Qu'est-ce que tu as pour nous ce soir, Lily? Alors, le trac, si je l'ai, mais je pense que je l'aurai toute ma vie et je pense que c'est bien, on en parlera sûrement dans une autre chronique, les bienfaits du trac. Pour cette première de la chronique Est-ce que tu know, nous allons parler d'un sujet qui concerne tout le monde à un moment donné de la vie, le vieillissement, pour rester dans le thème d'aujourd'hui. Mais détendez-vous, relax, nous allons justement démystifier quelques idées reçues sur le sujet et découvrir que le vieillissement n'est pas seulement une histoire de rides et de cheveux gris, mais aussi et surtout une aventure pleine de surprises positives. J'espère que ça va plaire à Victoria. La rubrique Est-ce que tu know, présentée par Lily. Savez-vous que de nombreux mythes entourent le vieillissement? Pour commencer, mythe numéro 1, le fameux mythe de la lente dégradation, selon lequel tout décline inéluctablement avec le temps. Eh bien, vous allez être content d'apprendre que la science n'est pas forcément du même avis. Ce mythe remonte à très loin, mais aussi au psychologue Sigmund Freud, qui craignait plus que tout de vieillir. Il disait qu'à 50 ans, on ne pouvait plus rien apprendre. Mais, comme va nous le prouver la chronique du jour, c'est complètement faux. Il s'avère que la plupart de nos compétences, tant mentales que physiques, sont des compétences utilise-les ou perds-les. Cela signifie que si nous continuons à les exercer, nous pouvons les conserver et même les améliorer bien plus tard dans la vie.
Par exemple, le VO2 max, qui mesure la capacité aérobie maximale, peut être préservé par un entraînement approprié, même après 50 ans. La force musculaire est un autre exemple. Bien que le nombre de fibres musculaires diminue après 50 ans, un entraînement adéquat permet de compenser cette perte. Alors, je vais vous faire travailler un petit peu maintenant. À votre avis, quel âge a le joueur de football le plus âgé du monde? Mélissa, qu'en dis-tu? Alors là, honnêtement, j'avoue que je saurais pas du tout dire. Donc, Euh, donc joueur professionnel, hein, qui est payé pour jouer et dont c'est le métier. Joueur professionnel? Ah bah, je sais même pas. Honnêtement, j'ai aucune idée parce que j'avoue qu'en moyenne, je sais pas trop vers quel âge s'arrêtent de jouer les joueurs professionnels. Donne juste un Allez, âge hein. comme ça qui te passe par la tête. Ok, on va dire, je sais pas, 60 ans. Ok. Victoria, est-ce que vous avez un avis? C'est compliqué parce que tu as rajouté le terme professionnel. Donc au début, je me suis dit, allez, 98 ans, si c'est un amateur, on sait pas. C'est bien, je 98 ans. précisais. Mais là, sur un professionnel, je dirais peut-être 60, une soixantaine d'années, 65 ans peut-être. Alors, un tout petit peu moins, mais il n'a pas encore dit son dernier mot, hein. C'est la légende du football japonais Katsuyoshi Miura, et qui continue de parfaire son record, puisqu'il le détient, là, le record du plus ancien international, et il vient de signer un nouveau contrat avec un club de deuxième division portugaise jusqu'en 2024. Donc il n'est pas prêt de s'arrêter de jouer, donc il a 56 ans. Tout frais, tout chaud, une américaine, Dorothy Hoffner, a décidé de sauter en parachute à plus de 4000 mètres d'altitude. Accompagnée de son instructeur, elle est en voie de battre le record du monde de la personne la plus âgée à sauter en parachute. Ce sont des news vraiment fraîches, puisqu'elle a sauté le 1er octobre, et elle attend donc encore son homologation au Guinness des records. Alors devinez quel âge elle a? Peut-être Fiona? Je sais pas, je dirais 70 ans peut-être. Donne Et 100 toi, ans. et toi, Non, Champi? 70, 80. Moi, je vais donner, attends, le saut, bon, je vais donner 80, 90 ans. Non, 82 ans. 82. Alors maintenant, je vais vous donner un petit... Allez, je vous aide un petit peu. Elle a commencé à sauter en parachute à 100 ans. Oula, à 100 Elle a ans. commencé à À 100 ans. 100 ans. Waouh! Donc en Ah fait, oui. elle a 104 ans. Le précédent Oh, record était détenu par une Suédoise de 103 ans. Et wow. elle a commencé le parachutisme à 100 ans. Donc ça nous laisse à toutes les 5, hein, le temps de nous y mettre encore, hein, en parachute. C'est pas encore Hmm. perdu. Eh Mhm. ben, waouh, Ça va impressionnant. nous, ça va nous amener au mythe numéro 2. Alors, si vous pensez que la mémoire et les compétences cognitives déclinent inévitablement, détrompez-vous. La neuroplasticité du cerveau signifie que nous pouvons continuer à apprendre et à développer nos compétences cognitives tout au long de la vie. D'ailleurs, au fil des années, le prix Nobel est décerné à des lauréats de plus en plus âgés, à l'exception du prix Nobel de la paix. La raison, probablement que les scientifiques ne font des découvertes fracassantes qu'à un âge avancé. Alors, quel âge avait le plus âgé, donc le lauréat le plus âgé du prix Nobel? Est-ce que vous le connaissez, ce prix Nobel? Victoria. Alors, non, mais je connaissais la réponse précédente sur le coup du parachute, mais là, sur le prix Nobel, je sèche. Moi aussi, je sèche. Mélissa? Ah, je sèche complètement aussi, là. Je sais pas du tout. Eh bien, le 9 novembre 2019, il y a 4 ans, presque jour pour jour, hein, puisque nous sommes le 10, euh, John Goodnow est devenu le lauréat le plus âgé de Nobel pour ses recherches sur la batterie lithium-ion. Alors, il avait 97 ans. Il est mort le 26 juin 2023 à 100 ans, en ayant, d'après les rumeurs, jamais arrêté de faire des recherches. Et pour la petite histoire, les batteries lithium-ion sont partout, hein. C'est les batteries qui sont dans nos téléphones, dans nos ordinateurs portables, les tablettes, les pacemakers, les panneaux solaires, les voitures électriques, enfin, un peu partout. Et enfin, nous arrivons tout doucement vers le mythe numéro 3. Le vieillissement ne consiste pas seulement en des défis physiques et mentaux à relever, c'est aussi une période de développement personnel passionnante. À mesure que nous avançons en âge, notre cerveau devient plus riche en expérience, ajoutant de la profondeur et de la sagesse à notre personnalité. En vieillissant, notre cerveau apprend donc à utiliser des régions jusqu'alors sous-exploitées, ce qui peut compenser le déclin cognitif. Plus important encore, la soixantaine et la septantaine sont des années de pic pour le traitement de l'information, permettant à nos deux hémisphères cérébraux de travailler ensemble comme jamais auparavant. Et après avoir étudié ces 3 grands mythes, parlons des avantages du vieillissement. Et oui, il y en a.
Non seulement nous devenons plus sages, mais nous développons également 3 types de pensées précieuses au quotidien. La pensée relativiste, qui nous permet de mieux comprendre les différentes perspectives. Cette capacité accrue à voir les nuances dans les situations nous rend plus tolérants et ouverts d'esprit. Nous développons aussi la pensée non dualiste, qui nous aide à voir les deux côtés d'une même médaille. Nous sommes donc en mesure de comprendre que rien n'est blanc ou noir. Cette capacité à embrasser la dualité nous rend plus empathiques et nous permet de mieux gérer les conflits. Enfin, la pensée systématique nous permet de prendre du recul et de voir la forêt à travers les arbres, ou la big picture, comme disent les anglo-saxons. Elle nous permet de prendre des décisions plus éclairées et d'anticiper les conséquences à long terme de nos actions. Alors, est-ce que vous trouvez que vous êtes plus sage que vos grands-parents, ou vos grands-parents sont-ils plus sages que vous, Victoria? Ah, je sais pas, hein. C'est franchement, mes grands-parents n'étaient pas forcément sages, donc j'ai envie de dire que je suis le chemin qu'on m'a inculqué à toujours prendre la vie du bon côté. Mélissa, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu trouves que tes grands-parents sont plus sages que toi? Est-ce qu'ils ont une sagesse que tu n'as pas encore acquise? Je pense que ouais, ils ont une sagesse un petit peu d'expérience finalement sur la vie. Mais à l'inverse, je pense aussi que j'ai une autre forme de sagesse, on va dire, peut-être sur des questions de société, parce que bah, de manière logique, forcément, j'ai grandi avec ma génération. Et peut-être qu'il y a certaines choses sur lesquelles, au contraire, je pense que je peux leur apporter beaucoup en termes d'évolution et de pensée plus, Plus novatrice, quoi. jeune, Donc, plus exactement. fraîche. Fiona? En fait, aussi, moi aussi, je pense que mes parents ou bien mes grands-parents sont plus sages que moi, déjà par leur expérience, comme Mélissa l'a si bien dit. Et aussi, je pense quand même que avec ma propre expérience et ma façon de vivre qui est forcément différente de la leur, j'ai une autre sorte de sagesse, si je peux le dire ainsi. Mais en gros, c'est clair que pour moi, ils sont plus expérimentés et ils sont plus sages. Ok, ok. Eh bien, nous allons terminer sur ces mots en ce qui concerne ma chronique. Le vieillissement n'est pas une simple histoire de déclin. Au contraire, c'est une aventure riche de découvertes positives. Alors, changez votre point de vue sur le vieillissement et considérez-le comme une période d'enrichissement personnel et d'opportunité. Et qu'importe les cheveux blancs. Rappelez-vous que l'âge n'est qu'un chiffre et que l'important c'est de rester curieux et de continuer à apprendre tout au long de la vie. 18 till I die, comme on dit outre-Atlantique, c'est-à-dire avoir 18 ans dans la tête, toute sa vie. J'espère que vous avez apprécié cette première chronique et cette exploration des mythes du vieillissement et que vous avez maintenant une perspective plus positive sur cette étape de la vie. N'ayons plus peur de devenir peut-être un peu plus sage chaque jour. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Retrouvez-moi la prochaine fois pour toujours plus de sujets passionnants dans Est-ce que tu know? En attendant, prenez soin de votre corps, mais aussi de votre esprit. Une connexion mind-body saine est la clé d'une longue vie équilibrée. Merci beaucoup, Lily. Et Victoria, tu lui donnes combien sur 20? Pareil, 20, c'était pour une première, elle est exceptionnelle. En tout cas, vraiment, je pense qu'elle a une belle route dans le monde du podcast, en tout cas. Bravo. Ok, félicitations. Ah Donc, bah, pour ta première, je vais pas te merci. diviser la note en deux. Donc, en considérant que tu as 20 sur 20, donc tu as la première note parmi les chroniqueuses. Je voulais quand même remercier Victoria pour ce gentil mot, ça me touche beaucoup. En effet, j'avais énormément de trac et voilà, je suis très contente. Merci les filles. Merci à toi, Lily. Donc, avant de se quitter, vous pouvez retrouver la psychologue Victoria sur YouTube, sur sa chaîne @okboomer, _psy, où elle anime un podcast avec 3 de ses collègues pour sensibiliser sur les stigmas sur l'agisme. Ou bien sur Instagram, sur @psycho.delice. Eh bien, nous arrivons à la fin de l'émission. Merci à Fiona, Mélissa et Lily. Merci aussi à toi, Victoria, pour ton temps et ton expertise. Merci à vous, les boss et bossesses. On est ensemble. Rendez-vous au prochain épisode. Bye bye, les boss et les bossesses.